Alors je vais repartir de là où Marc a terminé et en reprenant quelques mots d'une autre étude prospective à laquelle je participe dans le cadre de l'organisation européenne COST. Là, COST s'intéresse à l'Europe en 2030 et il décline un peu, comme Didier Hort l'a dit, les choses à où allons-nous. Alors où allons-nous, ça peut se décliner en où allons-nous de facto et où voulons-nous aller. Quelles sont les étapes, c'est ce que Marc a montré avec les objectifs à 5 ans ou à 10 ans, et puis surtout, qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous devons construire, qu'est-ce que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir y aller. Alors, Halley disait que l'art de la prédiction est difficile, surtout quand il s'agit du futur. On va quand même s'y risquer avec ces fiches, en disant qu'il y a d'abord, en matière de neurosciences, des certitudes. Les certitudes, elles ont déjà été présentées tout à l'heure, c'est que la population va croître, que la population va vieillir en moyenne, que les stress de la vie, et ce n'est pas la crise économique actuelle qui va nous démentir, vont augmenter, que les exigences de qualité de vie, aussi bien que de niveau de vie, vont augmenter aussi, et quand on sait qu'aujourd'hui les dépenses de santé en neurosciences en général, qu'on considère les maladies psychiatriques ou les maladies neurologiques représentent environ 30% des dépenses de santé, eh bien, on peut dire avec certitude que le domaine des neurosciences sera l'un des principaux domaines de besoins en matière de santé dans les années à venir. Ce qu'on peut prédire aussi sans risque, c'est que les nouvelles technologies, la fameuse convergence NBIC, va se développer et que les nouvelles techniques comme l'imagerie cérébrale, par exemple, ou comme l'application des nanotechnologies dans le système nerveux, va se développer. À partir de là, on peut essayer de décliner en termes d'outils, en termes de molécules. Qu'aurons-nous besoin ? À l'évidence, l'ère des petites molécules chimiques est loin d'être finie. Est loin d'être finie à deux points de vue. D'abord parce qu'on va en découvrir plus. Ensuite, parce qu'on va les utiliser mieux. Il y a des millions de molécules à disposition. Et puis parce qu'il y a une autre évidence, c'est que le cerveau sera et restera difficile à atteindre. Il y a une barrière hémato-encéphalique, il est protégé par la boîte crânienne et tout est mis en œuvre dans le système nerveux pour protéger ce système nerveux de son environnement, que ce soit un environnement interne avec le système immunitaire, que ce soit l'environnement externe. Donc les petites molécules et puis des nouvelles stratégies, et là je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de publicité pour un magnifique numéro qui ne sera pas en 2025 mais dès décembre 2010 sur les anticorps monoclonaux en thérapeutique dans Médecine Sciences, un numéro qui illustre lui aussi finalement le partenariat public-privé parce qu'il y a beaucoup de laboratoires académiques qui publient leurs travaux, mais également beaucoup d'industries ou de boîtes de biotechnologie. Et puis ce numéro spécial, puisqu'il fera plus de 200 pages, a été édité grâce à l'appui d'un côté d'une entreprise pharmaceutique, Roche pour ne pas la citer, et de l'autre côté par les ITMO de l'INSERM et l'ITMO Cancérologie s'est associé avec l'ITMO Biomatériaux pour nous aider à sortir ce numéro spécial. Donc des nouvelles stratégies avec l'utilisation du vivant, que ce soit les anticorps monoclonaux, que ce soit des molécules de type endocrine ou paracrine, je pense ici aux cytokines ou aux interférons, qui vont permettre non seulement de produire les cellules dont Marc a parlé, mais plus encore de les cibler. Parce que dans le système nerveux, non seulement vous avez à réparer, mais il faut que la cellule entre en connexion et reçoive les informations et réémette les informations comme il le faut. Je prendrai un exemple. Si vous voulez faire de la thérapie cellulaire régénérative de la maladie de Parkinson, on sait que la zone qui dégénère, ce sont les neurones dopaminergiques. Là, je parle avec mon maître Ivagite dans la salle, de la substance noire qui dégénère. Mais la greffe, où faut-il la faire ? Et Marc a été un des pionniers de ce type de greffe avec des neurones fœtaux. Est-ce qu'il faut la faire dans la substance noire, là où étaient les neurones dopaminergiques ?
ils recevront l'information s'ils arrivent à survivre, mais ils seront à distance de la cible, le striatum, qui est quand même à 2-3 mm dans un cerveau humain, et c'est immense pour un axone à franchir. Faut-il les mettre dans le striatum? Là, ils pourront délivrer de la dopamine, un peu comme des pompes, mais ils n'auront pas les afférences. Donc on a un problème aussi qui rejoint le problème de la recherche fondamentale, qui est celui non seulement d'être capable de substituer, mais également de permettre de recréer les réseaux, et donc le lien entre les nécessités de mieux comprendre comment se mettre en place ces réseaux moléculaires, comment on va pouvoir cibler les thérapeutiques à l'endroit et de la façon dont il faut. Et puis, pour aller tout à fait dans le sens de cette matinée, l'apparition des nouveaux dispositifs. Vous savez qu'aujourd'hui, et si on reprend encore la maladie de Parkinson, l'une des grandes avancées thérapeutiques au cours des 15 dernières années, ça a été les implants, découverte cocorico faite en France, puisque ça a été la recherche fondamentale du groupe de Biolac à Bordeaux, la recherche plus développée, appliquée de Benhabib et Pollack à Grenoble. Bon, ces implants sont appelés aujourd'hui à se développer dans différents domaines. La libération locale de certaines molécules, facteurs de croissance ou molécules de réparation, le fait d'avoir des dispositifs de libération prolongés, ou le fait d'être capable de cibler via des nanoparticules des libérations prolongées locales. Évidemment, nous ne saurions imaginer un dispositif de soins aujourd'hui, et surtout par rapport au système nerveux, et surtout par rapport à des maladies à révélation tardive, sans envisager, autant que faire se peut, mais nous devrons en découvrir les voies au fur et à mesure, les éléments de la prévention. Alors cette prévention, elle explose aujourd'hui avec les possibilités de la génétique. André Sirota parlait tout à l'heure du génome personnel qui effectivement a pulvérisé la loi de Moore en passant en moins de 3 ans de 150 millions de dollars du génome de Craig Venter ou de James Watson à aujourd'hui des annonces d'un génome avec une vérification à 92-94% seulement, mais enfin d'un génome complet à 5 ou 10 000 dollars, et les choses vont évidemment avancer, donc ça c'est l'aspect génétique, mais on ne saurait envisager une vie humaine et un cerveau qui va à 60, 80, plus de 100 ans, comme ça a été évoqué pour Daniel Carasso tout à l'heure ou pour Claude Lévi-Strauss, sans envisager l'épigénétique et aujourd'hui l'explosion des recherches dans le domaine des micro-RNA, dans le domaine des acétylations des histones ou de la méthylation de l'ADN est tout aussi essentiel à intégrer dans les éléments de la prévention ou des diagnostics. Alors tout ça, appliqué au système nerveux, appliqué au cerveau qui représente évidemment notre interface avec le monde, qui représente aussi l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, ne saurait se faire sans soulever des problèmes. Et Didier Orr parlait tout à l'heure d'un des points fondamentaux qui est aussi l'acceptation ou l'acceptabilité de l'innovation. Tout ça est fait au service de la personne et on voit aujourd'hui, avec des choses aussi simples que l'épidémie grippale, comment certains enjeux de santé publique peuvent à certains moments s'inscrire en débat, en tout cas, avec une vision personnelle. Et donc on en arrive à des questions éthiques qui se posent sur l'ensemble des biotechnologies, mais probablement plus encore dans le champ des neurosciences, d'abord parce que toutes les questions de biotechnologie s'appliquent aux neurosciences et parce que certaines questions y sont plus aiguës. J'ai parlé tout à l'heure des implants ou des dispositifs de libération lente ou des dispositifs de greffe qui pourraient être ciblés. Une des questions fondamentales quand on parle du système nerveux, c'est la question de la réversibilité. Deuxième question tout aussi fondamentale, et là je reviens sur les moyens du succès, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour arriver au succès, la question des modèles animaux. Nous ne disposons pas aujourd'hui, malgré des dizaines